di la lam dam di di day dam di la lam dam di di day di lam dam da di la di ding da di la di di dam di da di la di dam di da di day hum di dam dam di day hum di dam dam di day di dam dam da di day ding da di la di dam di da di dam di da di day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux, les Raffman, une fierté pour l'Outaouais. Les cageux rassemblaient jusqu'à 200 radeaux pour en former une cage et la naviguer jusqu'à Québec. Partageons ensemble cette épopée maritime avec nos héros nationaux, les cageux. Je vous présente Isabelle Regout, qui est médiatrice culturelle comme moi. Merci Alexandre de m'accueillir et en même temps, on va co-animer cette magnifique émission L'Outaouais légendaire. Et dans cet épisode, on va découvrir une histoire qui a duré, ma foi, on parle d'un siècle. Sur 100 ans, on va comprendre pourquoi les cageux, ce métier est arrivé et est devenu omniprésent au Canada. En fait, Isabelle, l'expression « tête carrée » serait-elle associée aux cageux? C'est possible? En fait, il y a Tom Stevenson, notre porteur de tradition, avec qui j'ai parlé. Il m'a dit que le bois carré qui était envoyé en Angleterre pour la flotte anglaise, en fait, ça serait associé avec cette expression de tête carrée parce que le bois était coupé pour les Anglais. Et comme dans les expressions françaises, on parlait de bois carré, mais on a beaucoup utilisé l'expression bois carré. Finalement, il y a eu cette espèce d'association un peu cocasse. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'Auberge Sims, construit en 1831. 25 ans après la mise à l'eau du Colombo, le premier train de bois que Philemon Wright a fait. Il était aussi l'oncle de Charles Sims, d'où ce bel édifice, cette Auberge Sims. Et il faut dire qu'en 2017, ce lieu abrite une œuvre sculpturale monumentale, les Dompteurs d'écueils. Nous avons aujourd'hui l'artiste qui a fait cette œuvre. Alors, Isabelle, parle-moi de ton œuvre et allons voir ton œuvre. On va découvrir ça ensemble. Je recommence à voyager, je monte en haut sur le bois carré. Toutes ces plumes s'envolent au vent, toutes ces plumes s'envolent au vent. Les dames s'en vont les ramassant, je pique et je drave et je vais draver. Je recommence à voyager, je monte en haut sur le bois. En imaginant cette scène, j'ai désiré sculpter et témoigner d'une histoire importante, d'une page marquante de notre histoire collective, une histoire qui appartient à l'Outaouais, une histoire qui appartient au Québec. Alors, j'évoque l'histoire des cageux et qui ont risqué leur vie pendant 100 ans sur nos cours d'eau. Alors, cette sculpture, elle mesure un peu plus de 3 mètres de large. Elle a une hauteur d'autour de 2,5 mètres. Elle est composée de 54 pierres, une pierre tendre qu'on appelle de la tobermorite, et elle pèse 350 kilos. Alors, c'est environ une demi-tonne, c'est bien peu de choses par rapport au bois carré que devaient transporter nos cageux. La première étape pour arriver à ce résultat, c'est vraiment entre la table de dessin et la documentation historique. Alors, l'étincelle de l'idée est arrivée en 2010 et je vous dirais que le travail en atelier a commencé en 2011. Et c'est en 2017 que le dévoilement a eu lieu dans ce magnifique musée de l'Auberge Sims et dans le cadre de l'anniversaire de la Confédération canadienne, le 150e anniversaire du Canada. Et donc, ça s'est arrimé avec un projet communautaire qui s'appelle Colombo, qui a abouti à une série de publications, de vidéos, je dirais, de conférences et de causeries. Donc, ça a été vraiment un projet pédagogique.
Alors, si vous voyez la scène, il y a 3 cageux qui luttent contre les éléments, qui essayent de diriger un crible, qui est un radeau, donc sur la rivière des Outaouais, qui est tumultueuse par moment, donc il faut vraiment être aguerri et dire que cette sculpture vient aussi commémorer un moment important, c'est la mise à l'eau du premier train de bois par Philemon Wright à la confluence de la rivière Gatineau et de la rivière des Outaouais. Et cette mise à l'eau s'est faite le 11 juin 1806. Le voyage du Colombo est un événement historique qui a été reconnu par le gouvernement du Québec comme étant d'une importance nationale, ce qui a conduit à son inscription officielle dans le registre du patrimoine culturel. Cette décision est basée sur un avis favorable du Conseil du patrimoine culturel du Québec qui a examiné de près une proposition conjointe entre la Maison des cageux du fleuve Saint-Laurent et la Fédération Histoire Québec. Et j'ai envie de vous amener et de vous partager un extrait de ce rapport qui dit tout. Il est indéniable que la descente du premier train de bois, conduit par Philemon Wright, marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire socio-économique du Québec, soit celle de l'exploitation forestière à grande échelle. Le pin et d'autres essences de la forêt laurentienne deviennent les principaux produits d'exportation du Canada en éclipsant la fourrure qui avait joué ce rôle jusque-là. Qu'on avait si mal passé à courir dans les auberges, notre argent allions dépenser. Je ferai de moi un homme et non pas un bon à rien. J'abandonnerai la cabane dans ces bois si éloignés. Je prendrai soin de ma femme sans courir dans les chantiers. J'abandonnerai la cabane dans ces bois si éloignés. Je prendrai soin de ma femme sans courir dans les chantiers. Alexandre, pourrais-tu nous parler de l'arrivée de Philemon Wright dans la région de l'Outaouais? Avant de s'installer définitivement dans la région des Chaudières, Philemon Wright a fait plusieurs voyages de reconnaissance. Philemon Wright est né en 1760 à Woburn, près de Boston, en Nouvelle-Angleterre. Il fait son entrée dans l'histoire de l'Outaouais en 1800. Il obtient des titres de propriété dans le canton de Hull pour en faire une colonie de fermiers indépendants. Ses obligations seront de défricher et d'arpenter les terres. Le 2 février 1800, en plein hiver, Philemon Wright part de Woburn avec un convoi de 5 traîneaux chargés de matériaux et de provisions. Le groupe, composé de 5 familles, parcourt plus de 100 lieues avant d'atteindre le 7 mars 1800 les rives de la rivière des Outaouais. C'est ainsi qu'il y a 225 ans, en Outaouais, Philemon Wright fonde le premier établissement permanent qui se développera sous le nom de Wrightstown, par la suite Hull, Gatineau. Pourquoi Philemon Wright est désigné le père de l'industrie forestière du Canada? Alors, après un quinquennat d'efforts et un capital épuisé, parce que Philemon Wright va dépenser un capital important pour installer sa première colonie, il va décider d'entreprendre le commerce du bois. Et Wright va prévoir d'écouler son bois d'œuvre vers les marchés extérieurs. Alors, pour entamer ce commerce, on comprend que son territoire regorge de richesses forestières. Donc ça, c'est vraiment la base là, de cette vision. Les pins blancs sont importants sur son territoire. Wright va élaborer un plan audacieux, donc fabriquer des radeaux. Donc, non seulement pour transporter le bois sous forme de radeau, mais il va y mettre aussi ses récoltes, dont la potasse, par exemple, vers les marchés en aval de la rivière des Outaouais. Je donne un indice que lorsqu'il va développer cette vision, c'est avant le blocus de Napoléon. Blocus de Napoléon, 1806, Alexandre? 1806, oui. Et donc, effectivement.
il faut comprendre que le blocus va avoir une importance essentielle dans l'histoire des cageux parce que c'est à partir du blocus que là, l'Angleterre est obligée de venir en Amérique du Nord pour s'approvisionner en bois pour les mâts et les espars de ces vaisseaux à long cours. Donc, Philemon Wright va imaginer le scénario de abattre, récolter ces pins blancs et de les envoyer sous forme de radeaux jusqu'au port de Québec avant le blocus. Donc, c'est là quand même une vision extraordinaire d'un entrepreneur qui veut vraiment réussir sa mission, établir une première colonie en Outaouais. En fait, il rassemblait les radeaux en cage, en train de bois. Tout à fait. Donc, il va faire une cage. C'est un train de bois. Ces deux mots sont synonymes, tout à fait. Donc, on retrouve plusieurs radeaux à l'intérieur d'un train de bois. On parle jusqu'à 200 radeaux. Mais le premier train de bois sera à une hauteur de 50 radeaux. C'est quand même déjà ambitieux. Surtout mené par 5 hommes. Est-ce que son plan a abouti? Absolument. Durant l'hiver 1805 et 1806, dans la forêt des Outaouais va résonner le son de la hache. On va abattre des pins blancs, on va équarrir des pins blancs et au printemps, on va former le premier radeau, le premier train de bois qui va se nommer Colombo. Absolument. Et avec cela, durant l'hiver, Wright va décrocher son contrat où il doit livrer 6000 douves à Québec. Donc, il a imaginé un plan et il a déjà un client. Imaginez, c'est quand même, là, c'est fortement prometteur. Alors, la préoccupation que Philemon Wright a à l'époque, c'est la navigabilité des radeaux sur les cours d'eau où il va devoir s'engager. Alors, à l'arrivée du printemps, 5 rafman, 5 cageux vont monter à bord du Colombo et voilà qu'on va retrouver parmi ces 5 rafman Philemon Wright, qui est âgé de 45 ans, donc il prend les risques à la tête. Son fils Tiberius, qui est âgé tout juste de 17 ans. Martin Ebert, il y a aussi John Turner et le gentleman afro-américain London Oxford, qui est d'ailleurs propriétaire terrien à proximité là, du Rafting Bay où va être mis à l'eau le fameux Colombo. Donc, ces 5 hommes courageux, très fiables, vont travailler en équipe pour affronter l'improbable, l'impossible tout au long du trajet. Donc, le Colombo va s'engager sur la rivière des Outaouais, la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent. Mais le Colombo doit affronter les intempéries, doit affronter les vagues et ça ne se passera pas toujours très bien. Il va se briser. On va devoir le reconstruire à plusieurs reprises. Donc, imaginez les efforts importants que cette équipe de 5 cageux vont devoir mettre, mais aussi les délais vont s'étirer. Wright va arriver à Québec le 12 août 1806. Wright perd son contrat. Il est 12 jours en retard sur son échéancier et les radeaux ne trouvent pas de marchands parce qu'on est encore avant le blocus de Napoléon. Alors, c'est à l'automne, vers le mois de novembre, avant que les glaces prennent sur le fleuve, que là, un vaisseau au long cours arrive de Grande-Bretagne et c'est dans cet effort de guerre, parce que le blocus est nouvellement en force, les radeaux, les bois restants du Colombo sont vendus. Et donc, ce succès, le pari est à ce moment-là gagné pour Philemon Wright. Ça va être suivi, cette stratégie de vente économique durant 100 ans. Et donc, il va y avoir une ruée vers le bois par des entrepreneurs, des gens ambitieux qui vont vouloir eux aussi faire le commerce du bois. Et donc, voilà l'aventure des cageux qui est partie pour de bon, pour plusieurs générations. C'est le fameux Wood Rush.
Moi, je dis que c'est certain qu'à Wright Town, il y a eu des soirées longues où on a célébré ces exploits-là. Ça doit être le cas. Et en plus, Philemon Wright avait fondé la taverne Magasin. Et donc, il est tout près des Chutes des Chaudières, tout près de là où les cageux étaient. Alors, on va vous dire que cette taverne-magasin, au tout départ, était en bois. Et on vous partage une image où c'est Henry Duvernay qui a illustré Wright Town un peu plus tard, mais vous dire que la taverne-magasin est au même endroit, mais elle est à ce moment-là en pierre. Mais cette taverne-magasin n'existe plus aujourd'hui, mais les vestiges existent dans la Ebiédie actuelle, dans l'édifice numéro 3, qui s'appuie sur l'édifice numéro 5. Donc, vous dire que les premiers vestiges coloniaux de Philemon Wright sont vraiment dans les fondations de la Ebiédie, donc dans une partie de la Ebiédie. Alors, en bref, l'industrie du bois canadien est née afin d'approvisionner la Grande-Bretagne en mâts et en espars. Vous savez, imaginez ce long fût qui est le mât, et les espars, c'est vraiment là, cette barre perpendiculaire qui vient supporter les voiles. Donc, c'est vraiment toujours des pièces de bois colossales. Et donc, rappelons-nous que l'Angleterre a besoin royalement du bois pour maintenir sa flotte navale, la Royal Navy et ses navires marchands, parce qu'ils ont c'est un empire colonial, donc ils doivent accéder à leurs colonies et donc on comprend un peu la mécanique. Et oui, notre pain blanc, notre fameux pain blanc est particulièrement prisé pour construire ces mâts, construire ces espars, et je vous dirais, le chêne aussi est une essence noble qui est importante et qui va être utilisée pour la coque des vaisseaux. Donc, si je comprends bien, le bois équarri est transporté sur 500 000 sur les rivières et le fleuve pour atteindre le port de Québec. De là, les radeaux sont désassemblés et le précieux bois est chargé à bord des vaisseaux qui vont traverser l'océan Atlantique pour aller rejoindre Liverpool, Glasgow et Londres. On a même nommé à Liverpool les Canada Docks. Cela a généré une économie importante chez nous. Le commerce du bois équarri favorise un développement sans précédent de l'industrie navale et portuaire canadienne. Le Québec est ici parmi les plus grands ports au monde. En fait, le port de Québec est le 6e au monde et le 3e en importance en Amérique. L'industrie forestière va demeurer la base du trafic extérieur et des revenus du Canada pendant tout le 19e siècle. Alexandre, est-ce que c'est vrai que les glissoirs sont une technique spécifique et unique à la région de l'Outaouais et à la rivière des Outaouais? Absolument. L'invention a été faite ici par les Wright, car ils désassemblaient les cages et ils passaient dans la glissoire qu'on appelle le hull slide. Peux-tu le montrer? Avec plaisir. Donc, les radeaux passaient un à un et ils rassemblaient les radeaux au bas des chutes. Il y a aussi le Buchanan Slide ici, en 1836, et celle en 1848 de la Government Slide. Il faut dire que l'autre a été construite en 1829 à la poudre à canon, car la dynamite n'avait pas été inventée avant 1866. Donc, c'est une invention technologique qui était vraiment pratique pour l'époque. Il y avait, ils pouvaient véhiculer les radeaux plus vite et le bois se rendrait plus vite à Québec. Les hommes, ils sauvaient quelques hommes, mais les glissoires étaient quand même assez dangereuses de toute façon. Donc, on sauvait parfois la vie d'hommes, mais surtout, c'était le bois qui était important, en fait, à l'époque. Le commerce du bois, oui. C'est ça. Donc, on pouvait accélérer le transport du bois, imaginons. Donc, j'ai envie de vous partager aussi que l'enjeu des glissoires
en fait, ça a transformé énormément la chute des Chaudières. Et imaginez que ce lieu a été évidemment occupé pendant des millénaires par les Premières Nations. Donc, un lieu important. D'ailleurs, au niveau archéologique, il y a des traces importantes de la présence des Premières Nations. Et donc, regardez bien, comme experts de l'ère des Cageux, on a compris que l'arrivée du glissoire, en particulier celle du Hull Slide, a vraiment chambardé des habitudes à l'époque et surtout l'accès à un lieu sacré. Alors, imaginez-vous qu'on a la rive du côté de l'Outaouais. Les portages se font de ce côté-ci parce que du côté d'Ottawa, on a vraiment, ce sont des falaises. Hein? Donc, lorsqu'on arrivait en canot à l'époque, d'amont ou en aval, il fallait vraiment faire un premier portage aux chutes des Chaudières. Et imaginez que cette section, c'était une presqu'île. Donc, la chute des Chaudières, si on imagine la rivière des Outaouais, elle va s'étrangler aux chutes des Chaudières. Il va y avoir là un archipel composé de 4 îles à l'époque et qu'on a nommé, vous allez comprendre, avec des figures importantes de la couronne britannique, donc Victoria, Amelia, Albert et Chaudière. Mais une 5e île va s'ajouter lorsque le glissoire aura été ajouté par le clan Wright. Donc, cette fameuse presqu'île, elle est naturelle. Donc, à partir du moment où l'entrée du glissoire permet de créer une rupture au niveau de la tache de cette presqu'île, c'est là où on va utiliser de la poudre à canon, c'est bien ça. Et donc, cette rupture va faire en sorte qu'au niveau des portages, les Premières Nations n'auront plus accès aussi facilement à ce lieu qui est extrêmement important. Donc, au niveau de la toponymie, tout ça a été bien différent. Il faut comprendre que les chutes des Chaudières s'appelaient autrement. Donc, les Algonquins ont baptisé ce lieu bien avant l'arrivée des colons, des Européens, les chutes Akiko-Juan. Et les chutes des Chaudières, en fait, c'est vraiment pour dire que la cataracte est tellement importante. Il y a une première cataracte ici, mais vous avez une autre petite chaudière. En fait, de loin, on entendait les chaudières. C'est un bruit assourdissant. C'est ce qu'on raconte dans la littérature. Des très belles chutes, paraît-il. Mais tout ça pour dire que il y a aujourd'hui dans la toponymie à la Petite Chaudière ce qu'on appelle le trou du diable. Bien, on comprend bien que c'est les colons qui ont appelé ça comme étant le trou du diable parce qu'en fait, on raconte que des objets disparaissaient, une calèche, un cheval, ça disparaissait, ça revenait jamais. Donc, on n'a jamais très bien compris à l'époque un peu le mystère de cet endroit-là. Mais la chute des Chaudières était vraiment un obstacle important. Donc, les Cageux, sachant que leur vie était en péril, et le bois qu'on pouvait abîmer, on a créé ce glissoire. Et donc, le glissoire, à l'entrée du glissoire, on ouvre la terre dans le schisme rocheux et finalement, le glissoire va suivre naturellement cette ouverture qui se fait entre la rive et la presqu'île. Donc, c'est brillant. Et c'est comme ça que le premier glissoire va se mettre en place. Mais ça a un impact important pour les Premières Nations. Et aujourd'hui, c'est toute une logique, le fait de remonter dans cette histoire. On comprend mieux, en fait, ce lieu et comment il a évolué et a été bouleversé par l'industrie forestière. Nous vous partageons 2 photographies du début du 20e siècle où un tracé bleu a été superposé pour bien visualiser ce couloir de contournement des chutes appelé le Hull Slide. Gardez en tête que ce couloir a une largeur de 25 pieds et qu'un crible a 24 pieds de largeur. Le tracé du glissoire a laissé jusqu'aujourd'hui son empreinte très visible dans le paysage de la ville de Gatineau. Grâce aux images captées par un drone, nous vous montrons tel qu'il est aujourd'hui. Il est nécessaire de noter que l'entrée du glissoire de Hull, conçue par les Wright en 1829, est à la hauteur des chutes. Nous voyons ici les bâtiments
construit entre 1883 et 1890 qui côtoie encore l'ancien glissoire. Observez ici l'entrée de ce glissoire qui est localisée sous la surface composée de gravier car la fosse du glissoire a été graduellement remblayée avec le temps. Le tracé historique du premier glissoire à radeau se loge entre les bâtiments 1 et 3 situés en bordure du boulevard Alexandre Taché et le bâtiment 8 situé sur la rue Eddy. La pente, qui était initialement très abrupte, a été atténuée au fil du temps. Il est important de noter qu'en 1976, ce premier glissoire à cribs, celui des Wright, a été désigné par le Canada comme un événement historique canadien sur la base d'une décision de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Nous constatons ici en aval des chutes des Chaudières, sous les arbres touffus du rivage, la sortie du glissoire. Vous remarquez au loin la colline parlementaire avec le Parlement du Canada. Du bois, il en est sorti de la vallée de l'Outaouais à un point tel que du côté de Québec, les dépôts de bois s'engorgent. Et donc, un certain Charles Wood va inventer des navires radeaux, un peu le principe des fameux radeaux où ils vont démonter les navires rendus en Angleterre. Et c'est des navires à fond plat, sans quilles. Donc, c'est vraiment surprenant. Mais dire que tout ça va amener le Canada à être hissé comme empire forestier, notamment lors de l'Exposition universelle de 1867 à Paris. Donc, vous dire que dans l'ouvrage, en 1889, ça laisse quand même à réflexion. Arthur Buis, dans le livre L'Outaouais supérieur, va parler de la raréfaction du pain blanc. On en lit un extrait. Un fait digne de remarque, c'est la diminution constante de la quantité de bois brut exporté en Angleterre et l'augmentation tout aussi vive de l'exportation de sciage. On voit plus aujourd'hui ces grands et pittoresques trains formés de tronçons d'arbres équarris, communément appelés plançons, qui autrefois flottaient sur nos rivières. Dans cet épisode, nous avons mis un coup de projecteur sur les cageux. Et jamais nous n'oublierons l'esprit de nos forêts, de nos pins blancs dans cette belle vallée de l'Outaouais. Et puis on les a oubliés, comme notre grand jour et notre passé. Bing slaring, bang slarang, laissez passer les cageux. Bing slaring, bing bang.